Bélier de combat. Ce n'était pas une tâche facile de couler un navire dans les siècles avant l'invention du canon, mais les anciennes armées ont trouvé des moyens de le faire. Pour les Romains, c'était une idée volée à leurs ennemis de Carthage. En septembre 2021, des archéologues marins ont localisé une collection de grands béliers de bronze au fond de la mer près de l'île de Sicile. Ils croient que les armes offensives sont des reliques de la bataille des îles Égates de l'année 241 avant Jésus-Christ. Cette bataille légendaire s'est avérée décisive dans la première guerre punique et est largement considérée comme la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Les béliers de combat ont été trouvés parmi un groupe d'autres objets appropriés à l'époque sur le fond marin, y compris des casques en bronze qui contiennent encore leurs coussinets de joue, des pièces de monnaie romaines et hellénistiques et des balles de fronde en plomb. 25 béliers de combat ont été trouvés dans la région depuis le début de 2021, ce qui nous donne une idée de l'ampleur du conflit. Cela nous donne aussi une idée du courage de ces marins. Naviguer votre navire directement vers un vaisseau ennemi pour le frapper avec un bélier de combat a dû être aussi terrifiant que dangereux, mais c'était la seule façon de faire le travail. Cerro de los Santos. Le Cerro de los Santos a été construit à Albacete en Espagne, il y a environ 2400 ans. Les Romains aimaient ce sanctuaire religieux et en ont grandement profité, mais ils ne l'ont pas construit. Les origines du Cerro de los Santos sont enveloppées de mystères, car il a été détruit et reconstruit tant de fois que très peu des structures originales existent encore, et une fouille archéologique bâclée du 19e siècle a fait plus de mal au site que de bien. Les registres de cette fouille suggèrent que la plupart du temple était encore debout à l'époque, mais aujourd'hui, seul le contour du temple est encore là. Le site est particulièrement bien connu pour ses sculptures votives inhabituellement détaillées, dont plus de 300 ont été récupérées. Tout aussi inhabituel est le fait que la plupart des sculptures sont des femmes. La plus célèbre d'entre elles est la Dama del Cerro de los Santos, considérée comme un trésor national espagnol. La conception du sanctuaire original est incompatible avec le style habituel d'un sanctuaire ibérique, ce qui rend difficile de dire qui l'a construit, peut-être ne le saurons-nous jamais. Stèle de Bagnolo. Cela fait 60 ans depuis la découverte de la première stèle de Bagnolo et nous ne comprenons toujours pas vraiment sa signification. Le bloc de pierre a été trouvé à Ceresolo Bagnolo à Brescia, en Italie, en 1963, au pied du mont Mignone, à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a des représentations de 14 objets différents sur la surface de la pierre, tous ont été martelés dedans. Tous les symboles ou objets ne peuvent être identifiés, mais il est assez facile de voir le soleil, plusieurs dagues de style remedello, un bouquetin et une hache. 9 ans après la découverte de la première stèle, Bagnolo 2 a été trouvé très près du site de la découverte originale. Il y a 16 objets gravés sur la deuxième stèle et ils sont un peu plus élaborés. Les mêmes dagues et haches apparaissent, mais il y a aussi une figure humaine avec une charrue, un chien, 2 bœufs et des objets qui ont été interprétés comme des colliers et des pendentifs. Le style de l'art conduit les historiens à croire qu'il a été créé pendant l'ère chalcolithique italienne, il y a environ 5000 ans, et pourrait avoir été fait par des personnes qui vivaient sur la péninsule avant l'arrivée des Indo-Européens. Tablette de malédiction. Commençons par le thème des découvertes de l'époque romaine et examinons les tablettes de malédiction de Bath. Elles portent ce nom parce qu'elles ont été trouvées dans la ville de Bath, en Angleterre, entre 1979 et 1980. Il y en a 130 au total, toutes étant des tablettes de malédiction. Dans chaque cas, les tablettes invoquent la déesse romano-celtique Sulis Minerva, à la fois déesse mère et agent de malédiction, pour aider l'auteur à localiser ses biens volés et à apporter le malheur à ceux responsables des vols. Il semble que le vol était un problème commun aux bains romains de Bath entre le 2e et le 4e siècle. Ainsi, on pourrait dire que ces artefacts sont des tablettes de malédiction de Bath à plus d'un titre. Les objets spécifiés comme étant volés incluent de l'argent, des pierres précieuses, des bijoux et des vêtements. Certaines des malédictions sont plus spécifiques que d'autres. Par exemple, l'une d'elles dit « Docimédis a perdu 2 gants et demande que le voleur responsable perde son esprit et ses yeux dans le temple de la déesse ». Fait intéressant, certaines des inscriptions semblent être des imitations d'écriture créées par des personnes illettrées tentant de maudire des gens malgré leur incapacité à exprimer leurs pensées par écrit. Tablette d'écriture romaine en bois. L'archéologie n'est pas toujours un travail glamour. En janvier 2023, des archéologues en France se sont retrouvés à fouiller un ensemble de puits et de latrines anciens. Ils sont heureux de l'avoir fait, car ils ont trouvé une tablette d'écriture romaine en bois avec des traces de lettrage à l'encre encore visibles à sa surface.
La découverte était la meilleure parmi un ensemble qui comprenait du bois, du cuir, des céramiques et, pour utiliser une meilleure expression, des restes organiques. Tous les artefacts proviennent d'une fenêtre de temps entre le 1er et le 3e siècle. Il est rare que des artefacts en bois survivent dans le sol aussi longtemps, mais dans ce cas, la tablette d'écriture a survécu parce que le sol était tellement saturé d'eau. En fait, cela pourrait avoir un rapport avec les latrines. Malheureusement, le lettrage sur l'artefact est si faible qu'il ne peut pas être lu. C'est une découverte récente, cependant, il est donc possible qu'après des travaux de conservation, il soit possible de lire le message à l'aide de la technologie. Peut-être est-ce un rappel que tout le monde devrait se laver les mains après avoir utilisé les latrines avant de retourner au travail. La Pala d'Oro. La Pala d'Oro est presque universellement reconnue comme l'œuvre la plus accomplie d'émail byzantin dans le monde. Cependant, la Pala d'Oro telle qu'elle existe aujourd'hui ne ressemble guère à la Pala d'Oro telle qu'elle était lorsqu'elle était neuve. Son nom peut être traduit soit par la toile d'or, soit par la pâte d'or, ce qui ne vous donne pas vraiment une idée de son but. C'est un retable d'autel principal et vous pouvez le trouver à l'intérieur de la basilique di San Marco à Venise en Italie. La plupart des historiens acceptent qu'elle a été commandée par le doge Pietro Orseolo en l'an 976. L'original comportait quelques représentations en émail de saint, mais était principalement composé de pierres précieuses. Le doge Ordelafo Faliero l'a fait considérablement agrandir en 1105, puis Andrea Dandolo a fait retravailler tout l'ensemble de manière extensive par un orfèvre en 1345. Dandolo deviendra plus tard lui-même doge de Venise. Il a fait ajouter un cadre à la pièce sur lequel se trouve une inscription confirmant ce qu'il a fait à la Pala d'Oro, ainsi que son propre compte de quelles pièces ont été ajoutées précédemment par qui et quand. 3 autres modifications majeures ont été effectuées depuis lors. Cuillère de la tête de mort. Continuons avec quelque chose de fantaisiste, mais aussi un peu macabre, les cuillères de la mort du Yorkshire. Ces instruments de restauration particuliers datent du XVIIe siècle. Malgré leur apparence sinistre, les experts pensent qu'ils étaient surtout donnés comme cadeau de baptême à une famille du Yorkshire en Angleterre. Chacune des cuillères porte des crânes gravés en haut de leur tige et est gravé du message « Vivre pour mourir » d'un côté et « Mourir pour vivre » de l'autre. Le nom correct pour des cuillères comme celle-ci est cuillère de la tête de mort. Elles sont brièvement devenues à la mode au milieu du XVIIe siècle dans cette partie de l'Angleterre et sont associées à une famille connue sous le nom des Stricklands de Boynton Hall. Ils étaient des propriétaires terriens aisés de l'époque et sont crédités d'avoir introduit la dinde en Angleterre au XVIe siècle. Récemment, l'historien David Constable a comparé l'année de création de chaque cuillère au registre de naissance de la famille Strickland et a trouvé qu'elles correspondent parfaitement. On pourrait dire que les nouveaux Strickland naissaient littéralement avec une cuillère en argent dans la bouche, ou du moins une pour manger lors de leur baptême. Épée ancienne chinoise. Trouver une épée ancienne en Chine est un événement notable pour un archéologue, mais ce n'est pas nécessairement rare. C'est un pays de milliers de guerriers anciens, et beaucoup d'entre eux sont allés dans leurs tombes avec leurs armes à leur côté. Ce qui rend cette épée particulière, qui a été découverte dans une tombe dans la ville chinoise de Xinyang en janvier 2017, si spéciale, c'est le fait qu'elle a été récupérée dans un état si bon qu'elle brille encore à la lumière. C'est malgré le fait que la lame ait plus de 2300 ans. Elle doit en partie son état de conservation presque parfait au fait qu'elle a passé tout ce temps dans son fourreau dans une tombe fraîche, sèche et non perturbée. Il est probable qu'elle appartenait à un guerrier qui a vécu et combattu pendant l'ère des États en guerre, qui a duré de 475 avant Jésus-Christ à 221 avant Jésus-Christ. Le fourreau n'est pas en aussi bon état, mais le travail du fourreau est de protéger l'épée, et il a admirablement rempli ce brief. Après un peu de nettoyage délicat et de travail de conservation, la lame a depuis été exposée dans un musée de la ville. Coffret de Bimaran. Le soldat de la Compagnie britannique des Indes orientales, James Lewis, menait une double vie au XIXe siècle. Il était également connu sous le nom de Charles Masson et, sous cette identité, il était un archéologue renommé. Sans doute, sa plus grande découverte a été le coffret de Bimaran qu'il a trouvé lors de son séjour en Afghanistan dans les années 1830. Il est souvent décrit comme un reliquaire, mais il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais contenu des restes humains. Cependant, il contenait des pièces de monnaie très controversées. Le coffret et les pièces remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, et ces dernières sont estampillées avec le nom du roi indocyte Azès II. La controverse ici est que plusieurs historiens ne croient pas qu'Azès II ait jamais existé,
et que la personne considérée comme Asès II est en fait Asès Ier, revenant pour un deuxième règne en tant que roi. Tout aussi controversée est la représentation d'un Bouddha sur les inscriptions décoratives du coffret, qui sont dites être les plus anciennes représentations connues du Bouddha sous n'importe quelle forme et le montrent dans un habillement et une pose atypiques. Les archéologues sont confiants qu'ils ont bien daté l'artefact, mais la combinaison de pièces de monnaie d'un roi inexistant et d'un Bouddha non familier fait que de nombreux historiens voient le coffret de Bimaran avec suspicion. Codex de Dresde. Le nom de notre prochain artefact est trompeur, il est appelé le Codex de Dresde, mais il n'est pas d'origine allemande. C'est en fait un relique du Mexique précolombien et a très probablement été créé autour de Chichen Itza au XIe siècle. C'est une chose assez jolie à regarder, mais une étude plus détaillée pourrait vous donner matière à réflexion. Certaines des personnes qui ont donné toute leur attention au codex craignent qu'il ne soit une prophétie prédisant la date, l'heure et la nature des événements qui entraîneront la fin de la civilisation humaine sur la planète Terre. Ceux d'une nature moins dramatique ont tendance à croire que c'est un charte astral utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Le codex prévoit de manière précise les mouvements des corps célestes qui auraient été visibles à l'œil nu à l'époque de sa création, y compris la Lune, le Soleil et Vénus. Bien sûr, les personnes qui pensent que c'est juste un charte astral auront l'air très bêtes si la fin du monde se produit à la date que les partisans de la théorie du jugement dernier prédisent, environ 80 ans à partir de maintenant. Mais est-ce que la fin du monde est quelque chose que vous voudriez vraiment prouver correct? Croix de pierre arménienne. Techniquement parlant, le site de Kachkar en Arménie est juste un vieux cimetière, mais c'est un très beau vieux cimetière. Il est notable pour sa pléthore de croix de pierre arméniennes distinctives. Même le mot Kachkar signifie pierre croisée lorsqu'il est traduit de l'arménien ancien. La sculpture de pierre croisée est considérée comme une forme d'art ancienne en Arménie, impliquant des motifs de nœuds complexes qui peuvent prendre des heures ou même des jours à créer, selon la taille du marqueur de tombe. Les stèles à Kachkar varient en âge, mais certaines d'entre elles ont plus de 1000 ans. La majorité, cependant, ont été sculptées entre les 16e et 17e siècles, quand 3 maîtres sculpteurs vivaient dans les zones. Ils étaient appelés Mélicète, Arakel et Kiram Kazmog et sont jugés avoir collectivement élevé le standard de la forme d'art en introduisant des images plus élaborées, y compris des anges, des scènes de mariage et des saints dans les motifs. Certaines des pierres croisées de cette période incluent même des représentations de la vie quotidienne des personnes pour qui elles ont été faites. Il y avait autrefois un cimetière Kachkar, bien plus grand en Arménie, mais il a malheureusement été détruit pendant l'ère soviétique du pays. Couronne de laurier de myrte grecque. Toutes les découvertes archéologiques ne sont pas dans les musées. Parfois, si vous avez beaucoup de chance, vous en trouverez une sous votre lit. C'est là que cette très ancienne et très précieuse couronne grecque en laurier de myrte en or a été découverte dans le Somerset en Angleterre en mai 2016. Son propriétaire n'avait aucune idée de sa véritable valeur et l'a conservée dans une vieille boîte en carton sale pendant des années. La couronne a environ 2300 ans et vaut plus de 100 000 $. Le propriétaire voulait rester anonyme, mais dit qu'il l'a héritée de son grand-père il y a plusieurs décennies et n'a jamais pensé à la faire évaluer professionnellement jusqu'à ce que ses propres petits-enfants le suggèrent. De telles couronnes n'étaient pas portées par les dirigeants de la Grèce antique, mais étaient utilisées dans les cérémonies et parfois données comme prix après les compétitions athlétiques. Apparemment, le grand-père de l'homme était un historien amateur passionné qui a passé une grande partie des années 40 et 50 à voyager à travers l'Europe sur les traces d'Alexandre le Grand. Malgré son âge avancé, elle est toujours en excellent état et ne semble pas avoir souffert d'être coincée dans un tel conteneur si peu prestigieux pendant une grande partie du siècle dernier. Anneau de 2000 ans. En novembre 2020, un anneau de 2000 ans a été découvert dans les fondations du mur occidental à Jérusalem et il suscite beaucoup d'intérêt parmi les historiens et les archéologues. Le minuscule anneau est gravé de l'image d'une divinité, mais de nombreux historiens estiment que la divinité représentée est résolument non juive. En fait, ils soupçonnent qu'il s'agit d'une représentation du dieu grec Apollon. L'anneau était probablement utilisé par son propriétaire comme moyen de tamponner et de sceller des lettres et des contrats, mais il est inhabituel de trouver une image d'un dieu non juif à Jérusalem. La conception de la pièce de bijouterie, fabriquée à partir de pierres de jaspe, est définitivement cohérente avec un anneau de sceau juif typique. Mais l'image sur l'anneau ne l'est pas. Les experts ont spéculé que le porteur ne vénérait peut-être pas Apollon, mais voulait exprimer les mêmes choses qu'Apollon représente selon la croyance grecque ancienne, le succès, la pureté, la santé et la lumière.
Même si cela est vrai, ils auraient pris un risque considérable en le portant. Pour les gens de l'époque, cela aurait probablement été considéré comme blasphématoire. Stèle funéraire. Les archéologues en Italie ont trouvé de nombreux sarcophages romains antiques au fil des ans, mais des découvertes comme la suivante sont bien plus rares. Il s'agit d'une stèle funéraire datant de l'époque impériale romaine, accompagnée d'un portrait en relief de la personne inhumée. Cet artefact a été trouvé à Bucchianico en Abruzzes en février 2023 lors de travaux routiers. Curieusement, il n'y a aucun signe d'une tombe à proximité. Il est possible que la stèle ait été déplacée de son emplacement original dans un passé lointain pour des raisons inconnues. Heureusement, il y a une inscription sur la stèle qui, une fois traduite, dit « Ametia Rufa, affranchi de Caius ». Metia, affranchi de Caius, place ceci pour sa mère. L'histoire enregistre l'existence d'une famille Metia vivant dans cette partie de l'Italie pendant l'ère impériale précoce. L'un d'eux, Marcus Metius, était un légat de Jules César en 58 avant Jésus-Christ. D'après l'inscription, cette femme aurait été une esclave possédée par la famille, mais est devenue libre par la suite. En fait, l'inscription suggère que tant elle que sa fille étaient d'anciennes esclaves. Rufa pourrait être une référence au fait qu'elle avait les cheveux roux. Origine des tatouages. Les tatouages sont plus à la mode dans la plupart des régions du monde maintenant qu'ils ne l'ont été depuis des décennies, mais nous ne sommes pas sûrs que ce serait le cas si les gens devaient encore obtenir leur tatouage via la méthode qui était utilisée en Amérique du Nord il y a 2000 ans. Cet appareil épineux, qui est en stockage à l'Université d'État de Washington, était probablement douloureux à appliquer sur la peau. Il est fait d'épines de cactus de poire attachées à une poignée en bois et enveloppées dans une feuille de yucca, et il était utilisé pour tatouer les pueblos qui vivaient autrefois dans ce qui est maintenant le sud-est de l'Utah. Ce qui est curieux, c'est qu'aucune preuve de tatouage n'a été trouvée sur la peau ou les os de tous les corps anciens de pueblos localisés jusqu'à présent, ni aucune mention de tatouage dans les quelques enregistrements écrits ou dessinés que nous avons de leur culture. Nous savons que les anciens peuples d'Amérique du Nord avaient des tatouages, cependant, à cause d'autres outils à base de cactus trouvés dans des endroits comme le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Dans ces cas, cependant, les outils ont été fabriqués plus de 1000 ans après celui-ci. Nous nous demandons si les gens se faisaient tatouer des étoiles, des roses, des crânes et des symboles chinois même à cette époque. Signe d'argent. Le château Barnard est devenu célèbre en Angleterre en 2020 à cause d'une déclaration absurde faite par un fonctionnaire du gouvernement sur la raison pour laquelle il avait été pris en train de violer les conditions du confinement. En réalité, il devrait être plus célèbre pour être le lieu où l'on trouve un automate unique en son genre, connu sous le nom de signe d'argent, qui se trouve à l'intérieur du musée Bauhaus du château. Signe d'argent est une description parfaitement exacte de l'apparence de l'artefact, mais cela ne lui rend pas vraiment justice. Le fondateur du musée, John Bowes, a acheté l'automate à un bijoutier à Paris en 1872. Il est de taille réelle, actionné par un mécanisme d'horlogerie, contient une boîte à musique et repose sur un lit de tiges de verre et de perles conçu pour ressembler à un ruisseau scintillant. Lorsque son mécanisme est remonté, la musique joue et les tiges de verre dans le ruisseau tournent, créant ainsi l'illusion de mouvement. En même temps, le cygne se toilette et tourne la tête de côté et d'autre avant de se pencher pour attraper des poissons nageant dans le ruisseau. On pense que le cygne a été construit par James Cox et John Joseph Merlin en 1773 et a passé du temps à Londres avant d'être vendu aux marchands parisiens. À l'origine, il avait une chute d'eau derrière lui, mais elle a été volée tandis que le cygne était exposé au XIXe siècle. Odin de Lègre. Parfois, le nom d'un artefact peut vous dire presque tout ce que vous devez savoir à son sujet. Prenons l'exemple d'Odin de Lègre. Il est supposé être une figurine d'Odin, et elle a été trouvée dans la ville danoise de Lègre sur l'île de Zélande en 2009. Cependant, il y a plus que cela. La plupart des experts s'accordent à dire que la minuscule figurine en argent fondu a été fabriquée quelque part vers le début du Xe siècle. Ce sur quoi ils ne peuvent pas se mettre d'accord, cependant, est de savoir si elle représente effectivement Odin ou non. Le nom est resté parce que l'excavateur qui a trouvé la pièce croit qu'il s'agit d'Odin assis sur son trône, flanqué de ses corbeaux, Munin et Hugin. Cependant, certains chercheurs soulignent que la figure porte une robe viking typiquement féminine du Xe siècle. Les Vikings n'auraient pas dépeint Odin portant des vêtements de femme. Cela signifie que cela pourrait être l'épouse d'Odin, Frigg, ou peut-être la déesse Freyja. Une figurine différente trouvée dans le sud de la Suède il y a de nombreuses années ressemble plus qu'un peu à celle-ci, mais est communément acceptée comme représentant Freyja.
Plus récemment, il y a même eu des spéculations selon lesquelles, plutôt qu'un dieu viking du Xe siècle, il s'agirait en réalité d'une représentation d'un évêque chrétien. Visage de pierre. Durant l'été 2019, un agriculteur nommé Tom Giddens a senti sa charrue frapper quelque chose de solide alors qu'il travaillait dans son champ dans le comté de Sampson, en Caroline du Nord aux États-Unis. Lorsqu'il est sorti pour enquêter, il a trouvé ce visage de pierre abîmé et fortement érodé. Il a immédiatement su qu'il était dépassé, mais a compris qu'il aurait pu découvrir quelque chose d'historiquement important. Cela l'a incité à téléphoner et à faire appel aux experts, mais malheureusement, les experts qu'il a consultés ne savaient pas beaucoup plus que lui, et ils ne savent toujours pas. La sculpture est grande, presque 60 cm de large d'une oreille à l'autre et plus proche de 90 cm du haut de la tête au menton. C'est le fait qu'elle soit faite de grès qui la rend si difficile à dater. La substance s'érode très rapidement car elle est douce, et donc cela pourrait être aussi récent que centenaire, ou cela pourrait être plus de 1000 ans. Les archéologues pourraient peut-être offrir une meilleure estimation si le design était familier, mais ce n'est pas le cas. Rien de tel n'a jamais été découvert dans le sol en Caroline du Nord auparavant, ni près de là. Cela pourrait même être l'œuvre d'un ancien fraudeur. Épée à 7 branches. Notre dernier artefact est connu sous le nom d'épée à 7 branches, bien que vous puissiez également l'entendre désigné sous le nom de Shichishito. La légende veut que cette épée cérémonielle ait été donnée à un souverain de la province de Yamato au Japon par un roi de Baekje, dans ce qui est maintenant la Corée du Sud. Elle devait déjà exister avant l'année 720 car elle est mentionnée dans le Nihon Shoki, également connu sous le nom de Chronique du Japon, qui a été complété cette année-là. Le texte prétend qu'elle a été remise pendant la 52e année du règne de l'impératrice Jingu. Mais l'impératrice Jingu est une figure presque mythique, et donc aucune datation liée à son règne présumé ne peut être considérée comme fiable. L'épée inhabituelle mesure presque 1,21 m de long et est faite de fer, avec 6 saillies sortant de la lame centrale, comme des branches. Elle est considérée si précieuse qu'elle n'est pas exposée au grand public et est au contraire soigneusement enfermée dans le sanctuaire d'Izonokami, dans la préfecture de Nara. Il y a une inscription sur un côté de l'épée qui se traduit par « À midi le 16e jour du 11e mois de la 4e année de taille, l'épée a été fabriquée en acier trempé 100 fois. Cette épée repousse 100 soldats ennemis et est offerte au duc seigneur, fabriquée par bonne fortune. Cela la marque clairement comme un cadeau, mais de qui et à qui ?» Reliquaire de la Sainte Épine. Le reliquaire de la Sainte Épine est l'un des plus beaux reliquaires que vous êtes susceptible de voir, mais les historiens ne sont pas sûrs de qui l'a fabriqué. Ils pensent qu'il a très probablement été créé dans les années 1390 sur demande de Jean, duc de Berry, pour qu'il ait un endroit où abriter une prétendue relique de la couronne d'épines. C'est l'une des principales œuvres d'orfèvrerie créées pour les cours de la famille royale valois et l'une des rares qui survivent encore. Comme vous pouvez le deviner en le regardant, le reliquaire de la Sainte Épine est fait d'or, avec des décorations luxueuses de perles et de joyaux, en plus de l'ajout de pas moins de 28 figures tridimensionnelles faites d'émail blanc. La vue de face du reliquaire montre le jugement dernier, incluant la Trinité et les saints supervisant la résurrection des morts. En dessous se trouve une longue épine qui est censée provenir de la couronne portée par le Christ sur la croix. Il y a une paire de portes à l'arrière de l'objet qui s'ouvrent pour révéler un trou qui aurait pu autrefois contenir une autre relique. La pièce a été saluée comme l'une des réalisations suprêmes de la métallurgie européenne médiévale. Char de l'âge du fer. En 2021, un fragment d'un char de l'âge du fer a été trouvé à Eastbridge, dans le Suffolk, en Angleterre, lors des travaux préparatoires pour le projet de centrale nucléaire de Sizewell. La découverte est considérée comme tellement significative qu'elle n'a pas été rapportée avant janvier 2023. Le fragment de char est parti d'un essieu en bois et est exceptionnellement rare. Les scientifiques ont analysé l'artefact et déterminé qu'il est fait de bois de noisetier et a au moins 2100 ans. Il pourrait être plus proche de 2500. L'essieu a été trouvé à l'intérieur d'un puits que les experts croient avoir été creusé comme un point d'eau pour le bétail. Il ne s'est pas retrouvé là par accident. Le bois a été brisé et brûlé et a été trouvé entouré d'autres morceaux de bois carbonisés qui pourraient provenir du même char. Malgré l'acte de destruction délibéré, la majeure partie du fuseau pour le moyeu de la roue survit, tout comme une partie du lit de l'essieu. Plutôt que de faire partie d'un rituel, il est possible que le bois ait été réutilisé dans une tentative pour empêcher le point d'eau de s'effondrer dans le sol sableux. C'est un aperçu très rare et très précieux de la technologie britannique de l'âge du fer.
Texte d'exécration. Dans une veine similaire mais différente aux tablettes de malédiction de Bath, examinons quelques textes d'exécration. Ces artefacts anciens sont parfois également connus sous le nom de listes de proscription et proviennent de l'Égypte ancienne. En termes simples, ce sont des listes des ennemis du pharaon en cours, incluant non seulement les ennemis officiels de l'État, mais aussi les personnes et les lieux considérés comme problématiques. Il semble que la pratique normale était de fabriquer un bol, un bloc de pierre ou d'argile, ou même une statuette d'un étranger enchaîné, d'écrire ces listes sur les surfaces des objets, puis de les détruire symboliquement et rituellement. C'était un processus cérémoniel et était censé avoir des qualités surnaturelles. En détruisant les objets, les personnes participant aux cérémonies croyaient qu'elles auraient un effet direct sur les personnes nommées dans les textes. Après l'acte, les morceaux brisés des artefacts seraient placés dans ou près de tombes ou d'autres sites rituels où ils sont souvent trouvés par les archéologues. La pratique a commencé à l'époque de l'Ancien Royaume, il y a 4500 ans, et a continué pendant plus de 1000 ans dans l'ère du Nouvel Royaume. Coffret d'agate d'Oviedo. Le coffret d'agate d'Oviedo est exactement ce à quoi cela ressemble, mais c'est un artefact tellement beau qu'il mérite une description plus détaillée que cela. Ce coffret exquisément décoré a été offert par le roi Fruela II des Asturies à la cathédrale de San Salvador à Oviedo en Espagne, pendant son règne au Xe siècle. Il est considéré comme le chef-d'œuvre définitif de l'orfèvrerie asturienne du Xe siècle et est actuellement conservé dans le trésor de la chambre sacrée à l'intérieur de la cathédrale. Le bois de la boîte est du poirier européen, sculpté et façonné pour que le coffret prenne la forme d'une courte pyramide. Des feuilles d'or ont été posées sur le bois, créant des arches dans lesquelles 99 sections plates d'agate veinée ont été montées. La pièce entière est finie avec du corail et des pierres précieuses, avec une plaque de croix en or sur le dessus, entourée de 3 grandes gemmes. Charmant, le roi a fait ajouter une inscription à la base du coffret à l'époque. Elle dit « Jusqu'ici, l'avertissement a été respecté et aucun tonnerre n'a été nécessaire. » Inscription de Ram Kamaeng. Nous revenons aux inscriptions maintenant. Plus précisément, nous parlons de l'inscription de Ram Kamaeng. Cette stèle porte des inscriptions qui sont considérées comme les plus anciens exemples connus de l'écriture thaï, datant de 1292. C'est une longue inscription et offre une description du royaume de Sukhothai pendant le règne du roi Ram Kamaeng, d'où le nom de l'artefact. L'inscription est attribuée au roi, mais évidemment, il ne l'aurait pas inscrite de sa propre main. C'est grâce à l'existence de cette stèle que Sukhothai est venu être considéré comme le premier véritable royaume thaï. Il y a eu une période entre les années 80 et 90 où certains savants ont tenté de discréditer la stèle de Ram Kamaeng comme un faux, mais la plupart des universitaires et des historiens la reconnaissent maintenant comme authentique. En conséquence, l'UNESCO l'a inscrite sur le registre de la mémoire du monde en 2003. Le texte peint un tableau de Sukhothai comme une terre d'abondance, gouvernée par un roi aimable et bienveillant. Comme le texte a presque certainement été dicté par le roi lui-même, bien que nous devrions probablement prendre cela avec des pincettes. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.